Voilà, ça y est, c'est parti pour l'enregistrement. Bon, rebonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi je suis Hélène de Syneos. Donc, c'est un groupement qui rassemble tous les professionnels de l'immobilier. Donc, on se retrouve entre les mandataires, les agences immobilières et les partenaires. Donc, dans les partenaires, on peut avoir autant des constructeurs que des architectes, diagnostiqueurs, avocats et notamment des métiers dont notre prochain intervenant aujourd'hui qui est dans le coaching, puisque en Syneos, on est très attaché aux valeurs de croissance. Donc, voilà, on fait très attention quand les membres rentrent chez nous. C'est aussi pour cette envie de se dépasser, d'apprendre des choses. Donc, en fait, quand on rejoint Syneos, il y a trois axes principaux, c'est-à-dire, en fait, il y a une volonté de faire des économies, puisqu'on est aujourd'hui 80 membres, ça nous donne une force pour pouvoir négocier, que ce soit pour les assurances, la publicité, la comptabilité, tous les outils qu'une entreprise a besoin. Le deuxième axe, c'est de faire du réseautage, donc des recommandations, comme là, on va faire entre nous tous. Et la troisième partie, c'est monter en croissance, le coaching, les formations. Et là, on travaille sur un autre projet. Donc, vous n'êtes pas encore au courant, c'est tout nouveau. Ce sera un quatrième volet qui sera, à mon avis, prêt pour cet été ou septembre, qui est tout ce qui est investissement, c'est-à-dire faire des opérations de marchand de biens tout ensemble. Donc, on est en train de finaliser tout ça avec les avocats et ça nous permettra d'avoir cette possibilité pour les agents immobiliers de proposer soit un bien, un marchand de biens et du coup, Syneos, donc tous les membres deviennent acquéreurs ou au contraire, en fait, à ce moment-là, que par exemple, les marchands de biens de Syneos proposent quelque chose. Voilà, donc, vous voyez les axes. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Valérie, qui va pouvoir. Merci beaucoup de ta présence, Valérie, et de la valeur que tu apportes à Syneos tous les jours. Merci beaucoup. Je reviens, je vais juste fermer ma porte, j'arrive. Oui, bien sûr, Merci, Manuela, je t'en merci prie. Hélène. Oui. Bon, alors, moi, je suis très contente d'être là parmi vous. Je vais me présenter parce que voilà, je pense que il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Valérie Guénaud, j'habite à Montpellier. Je vis avec un homme que j'aime de tout mon cœur depuis 17 ans. Je suis mariée depuis 17 ans. Et en fait, moi, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en organisation, gestion du temps et productivité. Et j'apprends aux entrepreneurs à devenir organisés, disciplinés, productifs, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle, pour travailler moins et gagner plus. Ça veut dire quoi travailler moins? Ça veut dire travailler autrement, travailler intelligemment, travailler de manière stratégique. Parce qu'on a trop tendance à travailler dur, travailler plus, euh, alors que ça, c'est des choses qu'on apprenait de par nos parents, de par nos professeurs, de par la société il y a quelques années, où pour réussir, il faut travailler plus, il faut travailler dur, il faut voilà, se lever tôt, se coucher tard et se tuer à la tâche. C'est faux, en fait. Aujourd'hui, effectivement, il faut travailler de manière stratégique pour effectivement se libérer du temps pour faire d'autres choses à côté. Et donc, travailler moins pour gagner plus. Plus en quoi? En temps. Parce que ce temps-là, vous allez le récupérer pour vous. En structure, vous allez gagner en discipline, vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en sérénité. C'est tellement mieux de travailler avec passion et avec fluidité plutôt qu'avec stress. Et vous, du coup, vous allez gagner en chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous allez être focalisé sur des choses qui vont rapporter. Donc, vous allez gagner en résultats ou en chiffre d'affaires. Donc, en fait, je vais me présenter aussi parce que j'ai pas toujours été coach. Effectivement, j'ai fait une multitude de métiers et des métiers qui sont toujours venus à moi. J'ai jamais cherché ces métiers. Donc, j'ai d'abord travaillé en tant que pharmacienne parce qu'il fallait, papa, maman voulaient que je sois, c'était, voilà, à l'époque, il fallait être pharmacien, avocat, docteur. Donc, j'ai fait ces études et voilà. Et ensuite, j'ai fait du laboratoire d'analyse médicale. Ensuite, j'ai travaillé dans l'événementiel pendant la Coupe du Monde 98 de football. Et donc, je travaillais dans la licence et brevet. Donc, on avait la licence Zinedine Zidane. Donc, tout ce qui était autour de Zidane, c'était nous, en fait. Donc, c'était la période de dingue. Moi, c'est Emmanuel Petit qui m'a expliqué les règles du football. Enfin, c'était un truc de fou. Quand on a fait les premiers produits dérivés et que Emmanuel Petit, on lui a fait faire sa casquette avec marqué Petit dessus, il m'a dit, mais Valérie, mais
Et qui va mettre une casquette avec marqué mon nom dessus? Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre une casquette avec marqué Dupont, quoi. C'était l'époque, pour dire à quel point l'époque a changé, mais voilà, c'est eux qui ont initié en fait les produits dérivés. J'ai travaillé après aussi dans le milieu artistique quand Yannick Noah est passé de tennisman à chanteur, on a organisé ses concerts, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans l'immobilier, dans un très grand groupe immobilier. Moi, j'étais au siège, en fait, et je manageais 22 directeurs commerciaux, d'où Malika Ce Yang, parce que, bah, voilà, hein, quand on est des filles menues comme ça et on est avec des hommes, et ben, il faut se faire entendre. Et puis, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans les relations presse, dans les relations médias. Là, j'étais en relation avec des journalistes pour promouvoir des startups immobilières. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Max Piccinini, et là, j'étais initiée au développement personnel qui pour moi, c'était, une autre langue, je comprenais rien du tout et donc j'étais, initiée à lui et j'ai commencé à lire des choses, j'ai commencé à participer à des programmes de développement personnel et j'ai décidé de me faire coacher aussi parce que je me dis: «Mais c'est quoi le coaching, en fait?» Et j'ai décidé de me faire coacher pour savoir ce que c'était et à partir de là, je fais aussi une formation sur qui je suis vraiment, parce que je savais même pas qui j'étais, en fait et donc une formation avec Marine Piccinini sur, qui l'on est. C'est tellement important, de travailler, à l'intérieur de soi et à partir de là, c'est là où je me suis révélée. Je me suis dit: «Je vais être coach», en fait, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais en moi. J'aidais les gens, je les aidais à réussir, mais je savais même pas à l'époque, ça n'existait même pas. Il y a 30 ans, ce métier n'existait pas et je ne savais pas, que j'avais ça en moi et là, je me suis dit: «OK, je dois apprendre ce métier, je dois, le connaître sur toutes les coutures» et j'ai décidé de faire, l'école de Max Piccinini, qui pour moi est l'une des meilleures écoles. Je suis sortie de là avec mon diplôme en poche, toute contente. Mais Max me dit: «Valérie, c'est bien d'être coach, tu peux tout coacher, mais maintenant tu dois te spécialiser dans quelque chose». Et je me suis spécialisée dans l'organisation parce que c'est quelque chose que moi j'ai appris à l'âge de 14 ans. Heu, Puisqu'il faut dire que moi quand, je faisais option sport quand j'étais, plus jeune et j'étais dans une classe de cancres. Clairement, j'avais Raphaël Mizrahi dans ma classe, vous savez, genre Gad Elmaleh, quoi. Donc, on faisait péter les expériences. Enfin bon, c'était, on jetait de l'encre sur le bout des profs, enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, on testait un petit peu les profs, quand c'était le 1er jour de rentrée. Et là, on tombe sur une prof de chimie qui nous dit, heu: «Vous savez, je suis une très grande paresseuse à la base. Bonjour Fleur». Bonjour, Bonjour, je suis Fleur. avec Alizé aussi, qui est avec moi. Bonjour, Bonjour Alizé. désolée Donc, pour le... la prof nous dit: «Vous savez, moi, je suis une très grande paresseuse à la base», donc ça a retenu notre attention forcément quand on a 14 ans. Est-ce que moi, elle me dit: «Voilà, moi, j'ai appris une méthode pour travailler moins et avoir des meilleurs résultats. Ce qui fait que je fais ce qu'il y a à faire et sans plus. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne une méthode pour travailler moins et avoir de meilleures notes?» Et nous, on dit: «Ouais, ça nous intéresse. Si on doit moins travailler moins, avoir des meilleures notes, bien sûr que ça nous intéresse». Et en fait, elle nous dit aussi: Je vais vous dire quelque chose. Tous mes élèves, moi, dans ma classe, je vous dis bien tous mes élèves, à la fin de l'année, ils sortent avec une moyenne minimum de 14 de moyenne. Et là, moi, je regarde ma copine et je me dis, mais comment on va passer de 5 à 14? C'est impossible. Impossible. Et c'est comme ça que je suis passée de 5 à 17 de moyenne en maths, chimie et physique. Et mes parents étaient convoqués parce que moi, je voulais faire littéraire et c'est comme ça que j'ai fait scientifique et d'où pharmacie, etc., etc. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais en quête de sens pendant 30 ans, en fait. Parce que je faisais des métiers où tout le monde m'a jalousée ou enviée, et cetera. C'était un peu bling bling et tout, showbiz. Mais en fait, j'étais impliquée, c'était fun, mais je n'étais pas passionnée vraiment. Je n'avais pas ce flamme en moi. Et, heu et je me suis dit: «Mais je vais faire ça, en fait. C'est ça que je veux faire. C'est ça ma spécialité» et je rencontre tellement de gens autour de moi qui tournent en rond, qui stagnent, qui perdent du temps, qui travaillent dur. Je dis: «Mais non, en fait, je vais les aider ces personnes-là» et moi, quand je suis sortie de mon diplôme en poche, 2 mois après, je travaillais. Je vois tellement des gens qui ont fait, l'école de Max et qui, au bout d'1 an, qui tournent en rond, qui ne gagnent pas leur vie et cetera. L'idée, c'est de vivre pleinement de ce qu'on fait et pour ça, et ben, ça demande de l'organisation. Pourquoi? Parce que le temps,
c'est l'une des ressources qui est distribuée à tout le monde de manière égale dans la vie. On a 24 heures dans une journée et c'est 24 heures pour tout le monde. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on vienne d'une famille pauvre, qu'on vient d'une famille aisée, qu'on vient d'une famille d'entrepreneurs ou pas, le temps, il est le même. Donc, pourquoi certaines personnes arrivent à faire des choses incroyables en une semaine, alors que d'autres, en un an, ils n'arrivent toujours pas à décoller? Pourquoi? C'est juste que ce sont des gens qui ont un plan. Ils ont un plan, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc déjà, c'est toujours de se dire où j'en suis aujourd'hui. Moi, j'ai toujours, ça c'est hyper important d'avoir déjà une direction. Où j'en suis aujourd'hui, avec toutes mes problématiques, avec toutes mes doutes, mes peurs, etc., en sachant que tout peut changer. Et c'est quelle est cette femme que je veux devenir ou quel est cet homme que je veux devenir dans 5, 7 ans. Je dois avoir ça, même si c'est dingue, même si se dire, ah non, mais j'ai envie d'être cette personne-là, mais jamais j'y arriverai. Mais déjà, c'est important d'avoir ça, parce que ça nous donne une direction, un chemin. Vous voulez être le meilleur marchand de biens, vous voulez être la référence dans votre secteur, vous voulez la liberté financière, vous voulez... qu'est-ce que vous voulez en fait? Quelle est cette personne que vous voulez devenir? Moi, pendant longtemps, je voulais avoir. Je voulais surtout faire. J'étais dans l'action. Mais qui je voulais devenir en fait? Je ne savais même pas qui j'étais, je n'arrivais même pas à dire je suis. Donc l'important, c'est d'abord, avant d'avoir plus, avant de faire plus, vous devez devenir plus. C'est-à-dire devenir cette personne qui va tout déchirer, cette personne inarrêtable. Vous devez changer d'identité parce que ça veut dire qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des choses qui ne décollent pas parce que vous avez des doutes, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des blocages, parce que vous avez ceci, cela. C'est important d'avoir un plan d'action, comme je vous le disais, parce que quand on a un plan d'action, on sait exactement ce qu'on doit faire. Mais si vous avez ce plan d'action, mais vous avez des choses qui vous empêchent bah, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a tous des doutes, des blocages. Donc, vous devez devenir cette personne qui n'a plus de doutes et qui fonce, en fait. Et donc, ça s'appelle aussi souvent, qu'est-ce qui nous empêche de faire des choses? Ce sont nos croyances limitantes. Donc ça, c'est important de pouvoir transformer vos croyances limitantes. Et souvent, les croyances limitantes, elles sont inconscientes. On a des choses qui nous empêchent, mais on ne le sait pas. On a des blocages, on a des peurs, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, quand on a une peur, eh ben, c'est de la regarder en face, cette peur. J'ai peur, par exemple, dans votre métier, vous allez me dire ça tout à l'heure, mais dans votre métier, il y a peut-être des appels téléphoniques à faire. Il y a peut-être de la pige à faire. Il y a des gens qui vont dire, ouais, non, moi, la pige, je ne le fais pas, je ne le fais plus, machin, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une peur derrière. Mais ça, on ne se le dit pas forcément. On se dit, ouais, non, mais c'est pas pour moi, etc. Mais si on regarde bien, pourquoi il y a des gens qui font de la pige et ils vont avoir des leads qualifiés tout de suite, alors que d'autres n'en font pas? Parce que quand vous avez une peur, la peur, elle est en train de vous dire quelque chose. Plutôt que de dire, ouais, mais non, j'y vais pas, parce que le cerveau, il n'aime pas aller où c'est inconnu, c'est de la regarder en face, cette peur, et de vous dire, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me dire que c'est inconfortable pour moi, mais je dois le faire. Quand quelque chose quand quelque chose est inconfortable pour vous, c'est là où vous devez aller. Donc les croyances limitantes, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut d'abord identifier. Donc, si vous avez la croyance limitante de dire, bah, de toute façon, moi, j'ai la croyance, bah, voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je ne sais plus, avec toi, Hélène, j'avais une cliente qui, sa croyance limitante, c'était, ah oui, non, mais moi, si j'appelle quelqu'un, si je fais un appel téléphonique, la personne, elle va croire que je veux lui vendre quelque chose. Mais ça, c'est important d'identifier cette croyance-là. Elle, avant, elle ne savait pas pourquoi elle décrochait pas. Je l'ai coachée pour ça, jusqu'à ce qu'elle me dise, ah ouais, non mais Valérie, moi, si j'appelle, c'est parce que
je pense que la personne elle va penser que je vais lui vendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à lui dire, oui, la personne elle va me faire une réflexion, la personne ça ne va pas l'intéresser, je vais avoir un non. Alors, je préfère rien faire. Donc, on identifie cette croyance. Est-ce que c'est vrai que si j'appelle quelqu'un, c'est pour lui vendre quelque chose? Elle va me dire, oui, c'est vrai. Si je la pose à quelqu'un d'autre, elle va me dire, non, c'est pas vrai. Qui a raison? Les deux ont raison. Je peux effectivement penser que téléphoner à quelqu'un, c'est pour lui vendre quelque chose. Mais je suis aussi peux penser que c'est pas vrai. Dans les deux cas, j'ai raison. Qu'est-ce que moi je décide de croire? Qu'est-ce que je décide de croire? Donc à partir de là, c'est de faire sauter cette croyance-là et de dire non, en fait, je peux appeler quelqu'un, pas forcément pour lui vendre quelque chose. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je peux l'appeler pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment elle va. Ok, donc à partir de là, je transforme mes croyances. Donc essayez d'identifier les croyances, des choses qui vous empêchent de faire des choses, pour pouvoir d'abord on les identifie. On se demande d'où elle vient cette croyance, parce qu'en fait, cette croyance, elle ne vous appartient pas, en fait. Vous l'avez reçue de quelqu'un d'autre, de vos parents, de vos professeurs, de vos collègues, etc. Et ensuite, de se dire, est-ce qu'elle est vraie, cette croyance? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Et ensuite, c'est essayer de la transformer en quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. D'hyper important parce que là, on va travailler aussi sur le plan d'action. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan d'action. OK, mais si vous avez un plan d'action, mais il y a des choses qui vous empêchent de faire, parce qu'il y a une différence entre je sais et je fais. J'ai un plan d'action. Mais si on me dit, il faut que tu appelles 20 personnes par jour, ok, je dois appeler 20 personnes. Mais pourquoi je ne les appelle pas en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon téléphone? On voit ça, on peut voir ça chez vous, les agents immobiliers, vous avez besoin de faire de la pige. On a besoin de voir ça chez Travel aussi, on demande aux personnes de faire des listes et de les appeler. Pourquoi certaines personnes arrivent à les appeler et d'autres n'arrivent pas à les appeler? Alors qu'à la base, c'est facile de dire j'appelle 3 personnes. Et pourtant, c'est compliqué. Donc ça, c'est les croyances limitantes. Ensuite, ce qui est important, ce qui fait la différence, en fait, entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est que en fait, il y a des gens qui vont commencer leur journée sans même savoir ce qu'ils ont à faire. Ils arrivent au bureau et ils arrivent en freestyle. Ils ne savent pas du tout quoi faire. Donc, ils passent déjà 1 heure, 2 heures de leur temps à se dire, OK, alors attends, qu'est-ce que je vais faire là? Alors attends, peut-être que je vais faire ça. Donc, déjà, ils commencent à perdre du temps à ce niveau-là. Les gens qui ne planifient pas leur année, qui ne planifient pas leur trimestre, qui ne planifient pas leur mois, qui ne planifient pas leur semaine, ils commencent leur journée sans savoir, sans but précis. Il n'y a pas d'objectif précis. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et en général, c'est des gens qui travaillent énormément, mais il n'y a pas d'objectif précis. Donc, comme il n'y a pas de planification établie, comme il n'y a pas de plan d'action, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ils ont tendance à s'éparpiller. Et donc, c'est des gens qui se dispersent bien souvent, et donc ils ont des difficultés à mener leur projet. Alors que les gens qui planifient leur année, leur trimestre, leur mois, leur semaine, leur journée, comment ils commencent leur journée? Ils savent exactement où ils vont. Déjà, j'ai mon année, je me dis, c'est quoi mes objectifs de cette année? OK. Ensuite, je décompose. C'est quoi mes objectifs? Dans une année, j'ai 4 trimestres. C'est quoi mon objectif du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième trimestre? Et ensuite, je redécompose. OK. Et ce mois-ci, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes objectifs de cette année, de ce mois-ci? Et ensuite, dans un mois, il y a 4 semaines. Et quand j'ai un planning comme ça, ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au bureau le matin, mais je suis hyper motivée déjà. Pourquoi? Parce que j'ouvre mon agenda et je sais exactement ce que je dois faire. Je sais à quelle heure je commence, à quelle heure je termine, en sachant que tout peut changer. Ma planification, elle n'est pas rigide. Elle peut changer. Je peux dire, ah, bah, j'avais prévu d'appeler ces personnes-là, bah, je vais les appeler demain, et puis là, je change. Mais c'est moi qui suis en contrôle. Le problème, c'est que
c'est le temps qui nous dépasse. On est dépassé par le temps. Alors que vous devez reprendre le contrôle de votre temps. Pour moi, savoir gérer son temps, c'est savoir gérer sa vie. Vous devez être le pilote, vous devez être aux commandes de votre temps. Quand j'ai 2 heures de mon temps, qu'est-ce que je fais avec ces 2 heures? Soit je fais 2 heures et je tourne en rond et je fais rien, ou soit pendant ces 2 heures-là, je suis focalisée sur des choses qui vont me rapporter du chiffre d'affaires. Donc, quand j'ai un plan d'action, je sais exactement quoi faire, où commencer, je sais à quelle heure je commence, à quelle heure je termine. Il y a un micro d'ouvert, je crois, non? Je sais à quelle heure commence, à quelle heure je termine, et du coup, je suis focalisée sur mes priorités. Quelque chose aussi qui est important, c'est qu'il y a des gens qui planifient, mais ils planifient juste leur emploi du temps, leur rendez-vous. Alors, quand on est coiffeur ou esthéticienne, des métiers comme ça oui, parce que notre métier, c'est ça, en fait, c'est des prises de rendez-vous et après, on travaille. Mais quand on est entrepreneur, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a nos rendez-vous, il y a les visites, il y a le travail que je dois faire personnellement, si je dois appeler des gens, etc. Si je dois faire des rapprochements, si je dois faire des biens sur des portails immobiliers, etc. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas de prioriser votre emploi du temps, mais c'est de planifier votre emploi du temps autour de vos priorités. Donc, la première chose à faire, quand vous faites votre planning, et ça, c'est ce que j'aide en fait lors de mes accompagnements, c'est on crée ensemble les propres plannings avec mes clients. C'est quoi mes priorités de la semaine déjà? Cette semaine, c'est quoi ma top priorité? Alors, c'est bien d'en avoir 3, jamais plus de 3. Mais quand on commence, déjà, si on en a une, c'est bien. Donc, c'est déjà de dire, cette semaine, c'est quoi ma top priorité? Ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de mandats. C'est quoi ma top priorité? Et ensuite, par rapport à ça, c'est quoi mes 3 actions, 3, 4 actions qui vont me permettre de réaliser cet objectif? Et je note mes actions. Ta, 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 ta. Et ensuite, je me dis, dans ces actions-là que je me suis notées, quelles sont les actions que je sais faire? Et je vais je vais prendre ces actions-là, et ça, je vais noter ça dans mon emploi du temps. Ça doit faire partie de mes... C'est-à-dire, en début de semaine, je vais bloquer du temps. Ce que j'appelle ça travailler en time blocking, c'est-à-dire que je vais mettre des blocs de temps par rapport à des actions qui vont me permettre de réaliser cet objectif. Donc, ça veut dire que, par exemple, lundi matin, alors, ça dépend comment... on travaille toujours en fonction de qui on est. Moi, je sais que quand j'ai des choses difficiles à faire, je préfère les faire le matin, parce que le matin, je suis fraîche. Donc, c'est des choses inconfortables, et donc, je préfère les faire le matin. Alors que si je les fais en fin de journée, je suis un peu rétamée, et ça va être difficile de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort en fin de journée. Bonjour Monica. Donc, ce que je fais, c'est que mes actions mes actions par rapport à mon objectif, je vais le faire en début de semaine. Donc, par exemple, je vais me bloquer, allez, 2 heures de temps le lundi, 2 heures de temps le mardi, 2 heures de temps le mercredi. Et ça, voilà, ça c'est non négociable. Parce que je sais que mon objectif, je dois me bloquer du temps pour faire ces actions, pour le réaliser. Et puis après, eh ben, j'ai d'autres tâches à faire dans ma journée. J'ai d'autres tâches à faire, et là, bah, je vais mettre du temps pour ça. Ce que vous devez savoir aussi, j'ai envie de vous dire tellement de choses, mais je ne veux pas tout me mélanger, parce que c'est que, en fait, vous avez certainement remarqué que toutes les actions que vous faites, toutes les actions
où toutes les tâches que vous avez à faire dans votre business, en fait, ne sont pas égales. Vous êtes certainement rendu compte qu'il y a des tâches ou des actions que vous faites qui vont vous prendre plus de temps, plus d'énergie et qui vont vous générer peu de résultats. Et puis, vous avez des tâches qui vont vous nécessiter peu de temps, peu d'énergie et qui vont vous générer plus de résultats. Quand vous comprenez ça, que certaines actions que vous faites sont vraiment inégales en termes de temps et de résultats, alors vous commencez à travailler de manière plus stratégique. En fait, il y a deux sortes d'actions. Ce que moi j'appelle, il y a les actions à haute valeur ajoutée et les actions à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que les actions à haute valeur ajoutée, c'est des actions qui vont me générer du chiffre d'affaires. Parce que rappelez-vous, vous êtes tous entrepreneurs. Et un entrepreneur, il est là pour produire. Il est là pour produire un résultat, du chiffre d'affaires. Donc, vous avez des actions à haute valeur ajoutée, c'est celles qui vont vous générer du résultat, qui vont vous générer du chiffre d'affaires. C'est les actions qui vont vous créer de la valeur. C'est toutes ces actions qui vont contribuer à la réalisation de votre objectif. Donc, toutes ces actions-là à haute valeur ajoutée, ça doit être votre priorité absolue. Vous devez être focus là-dessus, avoir cette discipline là-dessus. Et puis, vous avez des actions à faible valeur ajoutée. Les valeurs que j'appelle à faible valeur ajoutée, c'est des actions qui ne vont pas vous générer de chiffre d'affaires, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de votre entreprise. C'est-à-dire gérer vos emails, la gestion des réseaux sociaux, vos tâches administratives, ranger vos dossiers, la comptabilité. Ça, effectivement, c'est important dans votre business. Mais ce n'est pas ce qui va vous générer du chiffre d'affaires. Donc, moi, en tant que coach, par exemple, mes actions à haute valeur ajoutée, c'est quoi? C'est tout ce qui va me permettre de créer quelque chose. Parce que moi, je fais des formations en ligne, des formations en one-one. J'ai besoin de créer du contenu. Donc, tout ce qui me permet de créer quelque chose, alors ça, c'est une action à haute valeur ajoutée. Ensuite, c'est de vendre. Mon métier, c'est effectivement de créer, mais de vendre. Donc, je dois avoir des actions dans mon emploi du temps qui me permettent de vendre. Si je me rends compte dans ma journée que je fais des choses mais que je ne vends rien, forcément, le résultat va s'en pâtir. Et donc je dois créer, je dois vendre et je dois délivrer aussi. Une fois que moi j'ai vendu quelque chose, j'ai vendu une séance de coaching, que j'ai vendu un programme comme Annika, qui va vendre certainement un programme, etc. Après, il lui faut du temps pour délivrer ce qu'elle a vendu. Donc ça doit être aussi dans son emploi du temps. Donc elle doit avoir du temps pour vendre, du temps pour créer, du temps pour délivrer, et elle doit se créer du temps aussi pour tout ce qui est les réseaux sociaux, les tâches administratives, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, en fait? C'est que les gens ne travaillent pas de manière stratégique. Ils ne travaillent pas de manière intelligente. Ils travaillent comme ça. Et donc, ils ne mettent pas forcément le temps là où il faut. Et qu'est-ce qu'on perd comme temps? Moi, c'est quelque chose que je vous invite à faire. C'est de prendre votre emploi du temps à la semaine et de faire un audit de votre journée. Et vous checkez toute votre journée. Voilà, de 8h à 9h, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me rapporte du chiffre d'affaires? Tout ce que je fais. Et vous allez vous rendre compte, et ça pique un peu, vous allez vous rendre compte à quel point le temps que vous perdez dans une journée. Et donc, et le temps que vous pouvez gagner à tourner en rond, à pas être focus. Parce que c'est pareil, quand vous travaillez sur quelque chose, vous devez travailler en séance de deep work. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le deep work? Non. Le deep work, ça veut dire que vous êtes en mode personne ne vous dérange. C'est-à-dire que vous êtes en mode, déjà, vous devez être en mode avion sur votre téléphone. Moi, je suis en mode avion là sur mon téléphone. Vous ne devez pas être dérangé, vous devez être hyper concentré. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, il adore être distrait.
il déteste être concentré. Il n'est pas fait pour ça. Le cerveau, il est fait pour ah, papa, papa. Donc, ça veut dire que quand vous travaillez et que votre téléphone, il est là, avec tous les groupes WhatsApp, et que ça commence à bing, 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 et ben le cerveau, il fait quoi? Il y va tout de suite. Il a tendance à dire, oh non, mais attends, je vais voir, 5 minutes, tu vois. Vous recevez un email, c'est une notification d'email. Ah, Valérie va m'envoyer un email. Ah, ben, je vais voir ce que c'est. Ah, ben, c'est intéressant. Ah, bah tiens, elle va aller à Barcelone. Ben, je vais aller voir. Et là, on est parti. Et là, vous êtes parti pour 20 minutes, un quart d'heure, 40 minutes. Et on sait très bien le temps qu'on peut perdre à être, euh, dissipé, j'ai envie de dire, à être distrait. Il faut savoir que scientifiquement, il est prouvé que quand on se déconcentre, le temps met 20 minutes à se reconcentrer. Ça paraît dingue, mais le cerveau a besoin de 20 minutes pour se reconcentrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est hyper important, vous êtes dedans et vous vous déconcentrez, eh bien vous avez besoin de 20 minutes pour vous reconcentrer. Et on le sait très bien, que quand on commence à travailler, on n'est pas en mode, on met du temps à s'y mettre. On est un peu comme un diesel. Quand on commence à travailler, on se dit, alors attends, mes stylos sont là, ah bah attends, je suis là, ah bah attends, je vais me faire un petit café. On a du mal à commencer. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme ça, mais on a du mal à commencer. Et puis une fois qu'on est dedans, c'est comme si c'était facile. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est de faire ces séances en deep work, de vous isoler de tout ce qui peut vous distraire. Et dans certains cas, on est capable de le faire. Lorsque vous faites une conférence, je ne sais pas si vous avez déjà fait une conférence, Monica, elle a déjà fait des conférences. Hein. Donc quand tu es en conférence, Monica, que ce soit en live ou que ce soit en digital, est-ce que si ton téléphone sonne, tu vas l'écouter? Mais non, puis déjà, Eh oui, tu vois, parce que là, tu es focus sur ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu es focus sur l'assemblée, tu es focus sur ton audience. Il n'y a rien qui compte que ton audience. Quand on est en séance d'enregistrement, on doit faire un enregistrement. Ça peut être pour un podcast, mais on est en mode, vous êtes en radio, et en mode, il y a marqué silence sur la porte. Parce que là, personne ne doit vous déranger. Alors, ni un téléphone, ni rien. Donc, ça veut dire que ça peut attendre. D'accord? Mais quand on travaille pour nous, pour nous-mêmes, alors on n'a pas cette discipline personnelle. C'est ce que j'appelle une discipline personnelle. Et la discipline personnelle, ça n'a rien à voir avec quelque chose de militaire. On a tendance, moi j'ai des clientes qui ont tendance à me dire, ah ouais, mais Valérie, j'ai du mal à faire des plannings, et j'ai l'impression que ça va m'enfermer. Mais c'est tout le contraire. Ça veut dire que ça va vous donner une liberté, parce que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quand le faire, vous savez combien de temps il vous faut pour le faire. Et là, c'est exactement, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Il existe un système de minuterie. Oui, voilà, il y a des stratégies, bien sûr, Clément. Il y a des stratégies après, puisque quand on a du mal à se concentrer comme ça, eh bien, il faut se trouver des ressources. Il y a des gens qui ont des problèmes de concentration. Donc, c'est d'abord, et c'est pour ça que quand je parle en deep work, c'est de se dire, OK, première chose, je me mets sur mode avion. Comme ça, vous êtes sûr que personne ne va vous déranger. Ensuite, les notifications des emails, pareil, vous la coupez. Comme ça, vous ne serez pas distrait par un email qui va arriver. Vous fermez votre porte de votre bureau et vous marquez « Personne ne vous dérange ». Si vous travaillez en équipe, je travaille avec un chef d'entreprise, un agent immobilier qui a 20 commerciaux, c'est la catastrophe. Il est en freestyle total. Il est le premier commercial, le meilleur commercial de son équipe. Mais sa place, elle n'est pas là du tout. Il ne doit pas être le meilleur commercial. Il doit être le chef d'entreprise. Il doit donner la vision. Il doit donner le cadre. Et il ne doit pas être... Donc, on vient le déranger tout le temps. On est potes, etc. On rentre dans le bureau. Alors, lui, il est en train de travailler. Ah ouais, mais tu peux m'aider à faire ça. On ne peut pas travailler comme ça. Donc, il faut remettre de l'ordre dedans. Et il doit y avoir du temps pour tout. Ça veut dire que vous devez changer votre mode de fonctionnement. Et si vous avez une équipe, votre équipe, elle doit comprendre ce nouveau mode de fonctionnement. Donc, vous devez
euh, éduquer votre équipe en disant maintenant on va travailler autrement. Parce que le temps est précieux et on n'a pas de temps à perdre. Parce que ça va vite une année. Ça va très vite. On s'est fait des objectifs pendant 1 an et là on s'aperçoit qu'on a le premier trimestre, il est fini. Et là, on est déjà au 2e trimestre. Et en juin, c'est mort. C'est-à-dire qu'en juin, on est déjà à la moitié de l'année. Et qu'est-ce qu'on va se dire l'année prochaine, à la fin de l'année? Non, mais j'ai fait la même avec l'année dernière, je ne comprends pas, je tourne en rond, je travaille beaucoup, etc. Mais parce qu'on n'est pas stratégique. Et on ne se discipline pas. On doit avoir cette discipline personnelle. Et pour moi, ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Vous allez apprendre plein de choses. Mais vous devez avoir des qualités. Vous devez développer des qualités de passion. Ça, c'est clair. De détermination. Vous devez être obsédé par ce que vous voulez. Mais une obsession positive. Vous devez être focus. Quand vous voulez quelque chose, vous devez être focus. Vous devez être persévérant. Vous ne lâchez rien. Ça, c'est des choses, quand vous avez ça, c'est les passeports de la vie. Après, tout le reste s'apprend. Mais ça, c'est important d'avoir ça. Cette discipline personnelle, elle est importante parce que, en tant qu'indépendant, vous devez vous comporter comme des sportifs de haut niveau. C'est pareil. Donc, ça veut dire que quand on est entrepreneur, on est des marathoniens. On n'est pas des sprinteurs. Il y a des gens, ils voudraient tout de suite avoir les choses. C'est pour ça que c'est important de voir grand. Parce que quand on voit grand, on se dit, waouh. Mais quand et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette trajectoire pour se dire, OK, c'est quoi le premier pas que je fais? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est OK. Et après, c'est pas au mi-parcours de se dire, ah ouais, non, mais j'arriverai jamais. Ah là, c'est trop dur, ça. Non, c'est de se retourner et de se dire, ah ouais, mais j'ai fait tout ça quand même. Et c'est de continuer. Et puis ensuite, dans cette trajectoire, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver. Et de se dire, est-ce que je prends cette opportunité? Est-ce qu'elle arrive au bon moment et ça, elle va me permettre de grandir et d'évoluer? Ou est-ce qu'elle arrive un peu trop tôt et je ne suis pas prête à ça? Pour éviter de vous disperser. Parce qu'on est vite sollicité. Et quand on est quand on a un esprit avec soit des artistes ou soit des gens qui ont 10 000 idées à la minute, et ben en attendant, ça se dit, ah non, mais je vais faire ça. Ah non, non, mais ça, je vais faire ça. Et puis après, on se disperse et on fait plein d'idées, mais on ne va jamais au bout de ces idées. Donc, je reviens à la discipline personnelle. En quoi c'est important d'être discipliné? Quand on est discipliné, c'est pas quelque chose de, de, de militaire. Moi, je suis hyper disciplinée. Je suis hyper organisée. Quand vous me voyez, j'ai rien de militaire. Franchement, Hélène, j'ai rien de militaire. Franchement, tu vois, je suis un peu toujours dans la joie, le machin, Monica me connaît. Tu vois, mais par contre, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Et rien ni personne. Et même si c'est difficile, et même si je dois pleurer, et même si je veux plus y arriver, mais j'ai les ressources. Et je me dis, non, je dois le faire. J'apprends à faire des webinaires. J'apprends à faire des webinaires parce que moi, je travaille beaucoup avec des partenariats, je travaille beaucoup le bouche à oreille, je travaille beaucoup comme ça. Mais ça devient épuisant parce que le même discours, je le dis à chaque fois, à la fois, un à un. Là, je me dis, c'est ce discours, je le dis à plusieurs personnes, je gagne du temps. Mais je dois apprendre à faire des webinaires avec les meilleurs, ceux qui savent les faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont toute la technique derrière, ils ont déjà fait ça. Donc, je veux qu'ils me disent comment on fait, parce que moi, si je le fais moi, alors déjà la technique, ça fait 12, comment je vais faire? Donc, je dois apprendre à faire ça. Mais c'est compliqué pour moi, c'est une 3e langue vivante. Donc là, j'ai fait un 2e webinaire il y a pas longtemps, qui s'est super bien passé, mais 2 heures avant le webinaire, il n'y a rien qui fonctionnait. Rien. C'est-à-dire que j'avais pas de caméra, j'avais pas de son. Les slides, j'arrivais même pas à les passer. C'était bloqué. Il n'y avait rien qui marchait. Mon mari m'avait mis une installation de 3. Je dis stop, j'arrête. Je fais plus rien, j'arrête. Je suis partie, je me suis mise à pleurer.
Et je me suis dit, j'arrête tout. Et ensuite, je me suis dit, je vais dormir, au mieux que je dorme. Après, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais me mettre au soleil, parce qu'il faisait beau. Et j'ai lu un livre, et j'ai pris un livre, Apprendre à rêver grand. Ah, tu vois pas le truc. Et après, je me suis dit, mais il y avait le double de personnes par rapport au premier webinaire. Je me suis dit, si moi j'abandonne les gens qui ont besoin de moi. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc, tu vas y aller. J'y suis allée, et comme par hasard, tout refonctionnait. La caméra, le son, les slides, et tout a refonctionné. Tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les métiers qu'on fait, c'est important d'apprendre. C'est important de se dire, allez, je ne comprends rien, mais je vais apprendre. C'est que le début. Et c'est important aussi que pendant le parcours, eh ben, on a des doutes, on a des peurs, on ne veut plus y arriver, on se dit on va abandonner. C'est pour ça que je vous dis que la persévérance, elle est importante. Elle est importante. Dans les actions que vous allez faire, peut-être que vous allez appeler, faire des appels téléphoniques, et puis ça ne va pas marcher. Il y a des gens, ils vont vous donner des objections. J'ai pas le temps, j'y arrive pas, ça marche pas, nanana. Et puis vous allez avoir des noms, et vous allez dire allez, j'arrête, c'est pas pour moi. Non, n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez, c'est les autres, c'est vos concurrents à côté qui vont y arriver en fait. Donc vous ne devez rien lâcher. Ça, c'est hyper important de rien lâcher. Donc encore une fois, je reviens à la discipline personnelle comme des champions, des athlètes de haut niveau. Un athlète de haut niveau, notamment l'année dernière, quand il y avait les Jeux Olympiques, moi je me souviens de comment il s'appelle, Djokovic. Moi j'adore le tennis. Djokovic, bon, c'est pas celui que je préfère. Je préfère Nadal, mais bon, allez, il était bas. Djokovic, c'est quelqu'un, premier joueur mondial, il a tout. Il lui manquait une chose, la médaille olympique. Une chose. Donc ça veut dire que pendant un an, il a tout fait parce que ça, pour lui, c'était le Graal. Donc lui, à chaque fois qu'il fait une compétition, c'est comme s'il recommençait à zéro. C'est pas oui, ça je sais, ça... non, non, il recommence, il s'entraîne. Il y a peut-être des moments où l'entraînement est difficile. Peut-être qu'il y a des moments où il n'a pas envie. Il a envie d'être avec sa femme, ses enfants, et qu'il en a marre de faire des balles et des balles. Mais il lâche pas, en fait. Il ne lâche pas. Et donc, d'avoir cette discipline personnelle et de refaire les mêmes choses. La discipline personnelle, c'est de se dire, ça va se travailler sur le long terme et c'est de se mettre en place de nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes, et pour qu'elles deviennent naturelles, et ben c'est de refaire ces habitudes, de les remettre en place et de les répéter, répéter, répéter. Et ça, c'est important de faire ça. Je vais vous donner un exemple aussi d'une de mes clientes qui, elle, passait 80% de son temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le truc magique. Alors, les réseaux sociaux, c'est un outil dont vous devez vous servir, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que c'est pareil, travailler sur les réseaux sociaux, il y a une stratégie pour travailler sur les réseaux sociaux. Travailler votre personal branding, travailler qui vous êtes. Parce que les gens, ils vous achètent vous. Qu'est-ce qui fait la différence? En fait, le gâteau, il y a une part pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais elle fait le même métier, il y a de la concurrence. Ouais, mais en fait, les gens, ils vous achètent vous. Parce que c'est votre personnalité. Parce qu'ils veulent votre énergie. Ils veulent vos conseils. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon agent immobilier et un moins bon agent immobilier? C'est que le bon agent immobilier, il n'est pas focus sur lui, il est focus sur son client. Et il y a une chose qui l'intéresse, c'est son client. Et en fait, souvent, qu'est-ce qui se passe? Les agents immobiliers, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la profession avec la politique, les assureurs et les banquiers qui ont la plus mauvaise presse.
Pourquoi? Parce que souvent, ils ont l'image de personnes qui ne pensent qu'à eux, en fait. Donc, un agent immobilier, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut des mandats. Donc, il va à la recherche de mandats. Puis, une fois qu'il a son mandat, il a signé son mandat, super. Et après, il va le mettre, il va mettre le bien sur les portails immobiliers, etc. Puis après, la phase d'après, c'est quoi? C'est les visites. S'il n'y a pas de visite, qu'est-ce qui se passe? On se dit, Ouah, il n'y a pas de visite, qu'est-ce que je vais faire? 1 semaine, 2 semaines? Bon, je vais poser le mandat ici, je vais en faire un autre et encore un autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux personnes? L'agent immobilier, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh là là, c'est la merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas appeler mon client parce que qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai rien à lui dire, je n'ai pas de visite à faire. Le client, lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il est dans le doute total. Il a vu un agent immobilier hyper sympa, qui a fait une super découverte, qui était à fond, etc. Puis d'un coup, il n'y a pas de son, pas d'image. Donc il est en mode, qu'est-ce qui se passe? Il est en période de doute. Donc voilà dans les deux cas de figure. Alors qu'en fait, si l'agent immobilier, lui dit, OK, bah, c'est pas sa faute à lui ou à l'agent immobilier s'il n'y a pas de visite. C'est comme ça. Donc c'est ne pas prendre les choses personnellement, mais de se dire, bah, il n'y a pas de visite, bah, c'est quoi, je vais appeler mon client quand même. Il n'y a pas de visite. Donc je vais appeler mon client et de lui dire, bah, j'ai 2 nouvelles à vous dire. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de visite. Vous en êtes certainement aperçu, il n'y a pas de visite. Donc, mais je suis là. La bonne nouvelle, c'est que je suis là. C'est que je suis à vos côtés et que on va faire le maximum. On va essayer de voir d'où ça pêche. D'où ça pêche. Peut-être que c'est le prix. Ah ouais, non, mais le prix, on ne va pas le changer maintenant. Ok, on ne change pas le prix maintenant. Peut-être que c'est le hook, l'accroche. Peut-être que c'est le texte. Peut-être que c'est les photos. Peut-être que, voilà, qu'est-ce qu'on va changer? Améliorer. Améliorer ce qu'on peut changer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du client? Le client se dit, waouh, il est top, parce qu'effectivement, il y a des difficultés, mais il est à mes côtés. Il est là. Et en fait, on essaye ensemble de voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer, etc. Et donc, le client n'en voudra jamais à son agent immobilier parce qu'il se rend compte qu'il fait le maximum pour lui trouver le bien ou lui vendre son bien ou lui trouver le bien qu'il faut. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer? In fine, forcément, à force d'être focus sur ce que l'on veut, on va l'obtenir. Et le client, il va se dire, waouh, mais vous avez été là, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble? On a vécu des bons, des mauvais moments, mais c'est la vie, c'est ça la vie. La vie, c'est qu'on vit des bons et des mauvais moments, mais on les vit ensemble. Et c'est commun. Et ce que vous vivez avec vos clients, vous rentrez dans l'intimité de vos clients. Et parfois, c'est des bonnes choses, parfois, c'est des moins bonnes choses. Il y a des gens, parfois, bah, vous rentrez, ils ont perdu quelqu'un de cher, et donc il faut déménager. Ils sont mutés, il faut déménager. Alors parfois, c'est des bonnes nouvelles, il y a un enfant qui arrive et c'est une pièce de plus, donc ça, c'est plus sympa. Mais vous rentrez dans l'intimité des gens. Donc ça veut dire que vous vivez ensemble les choses. Et c'est ça qui est beau, c'est de vivre ces émotions-là ensemble avec vos clients. Et ce client-là va se dire, mais tout ce qu'on a vécu ensemble, mais c'est un truc de dingue. Et puis voilà, mais c'est ça qui est beau. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce client-là? Il va vous recommander. Il va vous recommander parce que ce client-là, il a du monde autour de lui. Il a des sœurs, des cousines, des machins, des collègues, etc. Ouais, je recherche un bon agent immobilier. Ah non, mais va voir Malika. Malika, c'est une bombe. Tu vas voir Malika, tu lui dis, je veux ça, elle va mais par la porte, par la fenêtre, elle va décrocher. Alors forcément, on a vécu des trucs, c'était pas simple, hein. Elle était là, tout le temps, elle était là. Et je peux te dire qu'avec elle, c'est ça que les gens achètent. Et c'est pas genre, je mets des maisons sur... moi, ce que je vois souvent, c'est que sur les réseaux, on voit des maisons, on voit... ouais, c'est des photos, des maisons, etc. Ouais, ok, mais vous êtes qui, vous? Il y a qui derrière? Il y a qui derrière pour aller faire le travail? Donc, ça doit être vivant, ça doit être
Vous devez montrer l'avant-après. Voilà, avant comment c'était et après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous faites ce métier? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous passionne? Pourquoi vous faites ce métier? Et qu'est-ce que le parcours d'un client? Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble et comment vous avez fait pour y arriver? Ça, les gens, ils vont acheter ça. Ils vont dire, mais c'est avec elle que je vais aller. Donc, si j'en reviens aux réseaux sociaux, je m'éparpille. Si je reviens aux réseaux sociaux, moi, la personne que j'accompagnais, elle passait 80% sur ses réseaux sociaux. Elle était naturopathe et elle passait 80%. Pourquoi 80% de ses réseaux sociaux? C'est pas sa faute, en fait. C'est parce que ça prend du temps d'être sur les réseaux sociaux. Parce qu'il fallait qu'elle fasse des posts, parce qu'il fallait qu'elle planifie ses posts au mois, il fallait qu'elle fasse des vidéos, elle ne savait pas les faire, il fallait qu'elle ait des idées pour écrire voilà, pour ses idées de contenu, etc. Donc elle ne s'en rendait pas compte, mais elle passait 80% sur ses réseaux sociaux, quoi. Et qu'est-ce qu'elle pensait? Elle pensait que être sur les réseaux, ça allait lui rapporter des clients tout de suite. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand on fait une action, on se dit, ah, ça va me rapporter. Sauf que ça, c'est un leurre. Les réseaux sociaux, c'est super parce que c'est la publicité gratuite à nos côtés. Voilà, c'est avant, qu'est-ce qui se passait pour être visible? On appelait des journalistes et moi, j'ai travaillé avec des journalistes pour promouvoir des startups immobilières, donc je sais ce que c'est. Hein, c'est de passer du temps avec des journalistes et puis le journaliste, il ne va pas forcément vous publier vos articles de presse tout de suite, etc. Ou alors, vous faites du publié-reportage et ça vous coûte une blinde. C'était ça avant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le monde à disposition. Donc, effectivement, c'est bien de s'en servir, mais de s'en servir intelligemment. Et en fait, elle pensait que parce qu'elle allait poster des choses, il allait se passer des résultats. Sauf que comme elle passait 80% de son temps là-dessus et qu'elle n'avait pas de résultats, elle a commencé à s'épuiser. Elle a commencé à s'épuiser. Elle a commencé à ressentir de la frustration, à commencer à se dire, bah, de toute façon, je suis nulle, et puis j'y arrive pas, et puis c'est, et puis. Mais le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est qu'elle ne mettait pas son temps au bon endroit. Donc, à un moment donné, je lui ai demandé, on a changé de stratégie. On a réorganisé son planning, son emploi du temps. Et là, je lui ai demandé de faire une liste de 20 contacts qualifiés. 20 contacts qualifiés. Et en fait, elle me dit, bah ouais, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire au téléphone? Puis 20 contacts d'un coup, c'est beaucoup. Je dis, ok, 20 contacts, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que tu vas en appeler un par jour. Tu appelles une personne tous les jours. Est-ce que tu es capable d'appeler une seule personne tous les jours? Ah bah, elle me dit, si c'est une personne tous les jours, peut-être je peux en appeler deux. Ah, tu peux appeler deux personnes par jour. Ok. Donc, elle a appelé deux personnes par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 10 jours, elle avait appelé ces 20 personnes sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était focalisée là-dessus, focalisée sur ça. Elle a passé 80% de son temps sur ces 20 personnes. Et ça, c'était no way. Obsession. Elle a appelé chaque personne. Résultat, elle a fait deux ventes. Elle a vendu deux programmes à 997 €. C'est-à-dire qu'en 15 jours, elle a récolté 1994 € en 15 jours, alors que ça faisait 6 mois qu'elle était sur les réseaux sociaux. Voilà la différence. Voilà comment vous allez être productif. Si vous passez 80% de votre temps sur des actions qui vont vous générer du résultat, vous allez avoir du résultat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait des choses, mais on perd du temps. Et cette personne-là, mais elle a gagné 2 heures par jour. Non seulement elle a travaillé moins, mais en plus, non seulement elle a travaillé moins, en plus elle a gagné en temps, donc elle a pu être plus proche de ses enfants, avoir du temps de qualité avec ses enfants. Elle prenait du temps pour elle. Elle a gagné en sérénité. Elle travaillait, mais elle était zen. Elle n'était plus en stress. Elle a gagné en comment, moins d'efforts. Ouais, c'était beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins
que passer du temps à dire qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais poster, etc. Et elle a augmenté son chiffre d'affaires. Donc, clairement, elle a travaillé moins et elle a gagné plus. Et tout est une question de stratégie. Tout est une question de comment je vais travailler autrement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, ce que j'aimerais, c'est que d'abord que ce soit interactif. Parce que déjà, on n'est pas nombreux, donc on peut être ça. L'idée, c'est que voilà, je vous ai dit plein de choses comme ça. J'ai voulu vous dire un maximum de choses. Ben, normalement, voilà, c'est plus structuré, mais là, je voulais vous dire un maximum de choses pour que déjà, j'espère que vous avez pris des notes. Parce que moi, il y a des choses comme ça qui me viennent et que ce n'était pas du tout prévu. J'espère que vous avez pris des notes. Parce que c'est une bombe, ce que je vous dis là. C'est une bombe, ça peut tout changer. Votre façon de travailler. Donc déjà, voilà, est-ce que vous avez des questions? Et après, ce que j'aimerais qu'on travaille ensemble, c'est sur ces actions-là, sur ces tâches à faire, des actions à... Merci, merci Malika, très gentil. Merci Monica aussi, merci pour vos mots doux. De déterminer les actions à haute valeur ajoutée qui vont vous créer de la valeur, qui vont vous créer du résultat et des actions à faible valeur ajoutée. Ça, j'aimerais, moi je vais l'écrire aussi, d'accord? Donc on va le faire un à un pour pas tout mélanger. Donc de lister, on va prendre une liste comme ça. Et d'abord, on va faire la liste des tâches à haute valeur ajoutée. Donc dans votre métier, ouvrez vos micros aussi, hein, vous pouvez ouvrir vos micros, de se dire, voilà, quelles sont dans vos métiers les actions qui vont vous permettre de générer un résultat. Bon, déjà, merci Valérie, hein, pour toute la valeur que tu as donnée. C'est vrai que ça passe tellement vite quand tu nous donnes tous ces conseils. Mais c'est vrai que moi aussi, les conseils de bien lister toutes les tâches à faire, les objectifs mensuels, trimestriels, journaliers, c'est impératif. C'est on gagne énormément de temps et au moins on sait où on va, où on s'éparpille pas. Ça, c'est évident. Alors, comme j'ai la chance de voir régulièrement Valérie, donc je suis coachée régulièrement, je vous laisse la parole, hein. N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole et échanger, profiter de ce moment. Déjà, peut-être la régularité, non? Alors non, la régularité, ça fait partie de la discipline personnelle. D'accord? Ça, c'est ça. C'est la discipline. Donc là, ça veut dire que la discipline personnelle, tu dois l'avoir tous les jours. Tous les jours, tu dois avoir cette discipline personnelle. C'est la régularité, comme tu dis, c'est-à-dire mettre en place des nouvelles habitudes. Ouais. Mais pour mettre en place cette nouvelle habitude, il faut trouver l'action qui va te permettre de la répéter, répéter, répéter. Tu vois, si par exemple, ton action à haute valeur ajoutée, c'est de faire de la pige, tu vois, de dire, bah moi, je vais faire, allez, 1 heure et demie de pige, et là, tous les jours, je fais 1 heure et demie de pige et j'appelle 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, eh ben, soit ça va varier, tu vois, parmi ces 3 personnes que tu appelles, bah, deux choses l'une, soit les gens, ils décrochent. Bon, bah, ok, là, ça peut prendre un peu de temps. Et là, bah, tu vas te dire, bah, je vais appeler, j'arrête au bout de 2 personnes. Soit tu as appelé tes 3 personnes, mais tu es tombé sur la boîte vocale, ou soit les gens ne répondent pas, etc. Tu vois? Mhm. Donc, mais ça, si tu décides de dire, bah, je vais appeler 2 personnes par jour, alors effectivement, tu dois avoir cette régularité d'appeler ces 2 personnes par jour. Parce que tu sais que cette action-là va te générer du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez, Malika? Allez, au hasard. Toujours commencer par quelqu'un. Hello tout le monde. Moi, les actions, alors moi je suis coach et formatrice maintenant, hein, je suis plus agent immobilier, mais les actions qui sont les plus importantes, et je pense que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, déjà c'est la prospection. Donc la prospection c'est super important, effectuer des relances, prendre des nouvelles, donc ok, donc ça passe par les réseaux sociaux, donc tu as raison Valérie, faut pas se faire happer par les réseaux sociaux parce que c'est un super outil, mais ça peut devenir vraiment très compliqué si on y passe beaucoup de temps.
Alors, Et alors attends, je me permets de rebondir. dis-moi. Parce que c'est très bien ce que tu dis, parce que sur les réseaux sociaux, il y a deux choses. Soit, effectivement, je poste sur les réseaux sociaux, tu vois, je fais des actions sur les réseaux sociaux, je poste, et ça prend du temps. Mais par contre, faire de la prospection sur les réseaux sociaux, ça, c'est bien. Parce que quand tu parles de prospection, tu peux faire de la prospection aussi bien au téléphone, aussi bien dans du networking, ou aussi bien, tu vois, il y a différents modes de prospection, mais quand tu décides de faire de la prospection sur les réseaux, bah ça, en fait, c'est d'aller voir quand tu mets des posts, les gens qui t'ont liké, les gens qui t'ont mis des commentaires, et là, de dresser cette liste, et ensuite d'envoyer un petit message en disant, ah ben voilà, j'ai vu que tu avais liké mon post, ça me ferait plaisir qu'on puisse échanger ensemble. Et au départ, c'est juste un échange. C'est pas, ne rien d'attendre. C'est juste de créer ce lien de confiance encore un peu plus. Et ça met du temps. Donc, ça bouffe beaucoup de temps de faire du setting, de discuter avec les gens, ça prend de l'énergie. Donc, c'est vrai qu'il faut le structurer dans l'agenda. Et il faut se le délimiter parce que sinon, c'est soit t'en fais trop, soit t'en fais pas du tout. Donc, c'est un vrai bazar. Et la deuxième chose, moi, par rapport à mon job, bon, j'ai déjà le webinaire en place tous les dimanches à 18h. Mais c'est maintenant nourrir ma base email, faire du nurturing, donc du contenu, donc de la vidéo, donc du YouTube. Et tout ça, ça prend du temps, mais ça reste, pour prendre tes priorités et atteindre mon objectif, les deux top priorités aujourd'hui pour atteindre mon objectif, clairement. Et voilà. Donc, tu vois, ça, c'est génial parce qu'à partir du moment où tu as ton objectif, tu vois, qui est clairement défini, ça veut dire que dans ton emploi du temps, ça doit y figurer, mais tu dois avoir des blocs de temps par rapport à tes activités. Je dois avoir un bloc de temps prospection, tu vois, me dire, allez, c'est toi qui détermine en fait, hein, allez, je vais passer 1 heure sur la prospection, et puis je vais passer, je dois faire par exemple des vidéos, et ben je vais faire, voilà, je vais faire vidéo. Là, c'est pareil, si tu décides de faire de la vidéo, bah là, tu fais du batching, tu te dis, allez, je vais me prendre 2 heures, et puis là, je vais m'en faire plusieurs, je vais m'en tourner plusieurs, tu vois. Mais tout Ouais. ça, à chaque fois, ça doit être structuré dans ton emploi du temps. On est bien d'accord. Donc, en fait, dans l'emploi du temps, il y a à la fois les actions à haute valeur ajoutée. Hmm. Donc, tu dois être 80% là-dessus. Donc, tu dois avoir au départ 4 à 5 heures de ton temps qui sont consacrés à, à ce qui va générer un résultat. Ah, Si dans ta journée, tu vois qu'il y a des choses qui vont pas te générer du résultat, c'est que tu vas pas faire un bon mois, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Après, comme tu disais tout à l'heure, il faut aussi délivrer. Donc, tu vois, il faut que l'agenda, il reste... parce que si tu as un moment 80%, mais que délivrer, tu as signé beaucoup de clients, moi, je me suis retrouvée dans la phase inverse où j'avais trop de coachés. Donc là, d'un coup, tu n'as plus le temps pour aller nourrir les réseaux sociaux, tu n'as plus le temps pour faire de la prospection. Tu te dis, en fait, oh là là, va peut-être falloir revoir mon modèle et plus Bah, faire du individuel et faire du collectif et tu vois. Exactement. Exactement. Alors, par rapport à l'activité, hein, l'activité de coach, effectivement, il y a le côté, effectivement, je vends, il y a le côté, enfin, je crée d'abord, parce que je dois bien leur proposer quelque chose, je crée d'abord, je vends, et puis ensuite, je délivre. Donc, effectivement, alors quand je dis 80-20, effectivement, effectivement, dans ce cas-là, c'est plus 50-50, d'accord. Mais ce qui est important, c'est ensuite de se dire, quand je fais du one-one, de se dire, OK, là, je sens que, tu vois, je suis plus en phase. J'ai trop de clients, j'ai plus assez de trucs. Donc, ça veut dire quoi? C'est de se poser la question. Peut-être que maintenant, je dois faire du high ticket. Peut-être que je dois monter mes prix. Tu vois, une fois que tu vas monter tes prix et que ça reste encore, parce que si tu veux impacter des milliers de personnes, hein, parce que c'est un peu le but. C'est ça le but, hein. Ton rêve, c'est d'impacter des milliers de personnes. Il faut voir très grand. Donc, c'est de se dire, OK, bah là, j'en suis là, OK. Et petit à petit, tu évolues, hein, tu montes. Et après, tu te dis, ah ouais, mais maintenant, mon business, il tient plus. Parce que si je multiplie ce que je fais par 10, ça tient plus. Pourquoi ça tient plus? Parce que dans une journée, il y a 24 heures.
Mm. Et donc, je ne peux pas dépasser les 24 heures. Je ne peux pas faire 26 heures, en fait, ça n'existe même pas. Tu vois. Donc, ça veut dire que mon business model ne convient plus. Donc maintenant, peut-être que je peux digitaliser quelque chose. Peut-être que la partie où je répète, je la digitalise. Après, je fais du coaching de groupe. Peut-être que je fais un peu de vidéo, un peu de coaching de groupe et un petit peu d'individuel aussi pour ceux qui le veulent. Toi, du coup, à chaque fois, mais tu dois être en contrôle. Vous devez être en contrôle de votre temps. Et tout ça, ça doit être planifié dans votre semaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendredi, samedi ou dimanche, peu importe, vous devez planifier votre semaine. Et là, de se dire, première chose que je mets moi, c'est mon perso. Parce que sinon, le perso, il saute. Combien de fois il a sauté, mon perso? Alors qu'à chaque fois, moi, je mettais des trucs perso, la gym, la danse, tu vois, je mettais ça. Et puis, à chaque fois qu'on devait prendre un rendez-vous avec les équipes, ah bah ouais, mais moi, je peux pas, bah moi, je peux pas, bah moi, je peux pas. Ouais, mais on va mettre à cette date-là. Et moi, je regardais, j'avais gym. Bon, bah, ok, on y va. Sauf qu'à la fin de l'année, mes copines, elles m'ont dit, mais Valérie, on t'a pas vu à la gym? Je suis, monsieur, je suis allée quand même. Non, on t'a pas vu du tout. Je m'étais même pas rendu compte que j'y allais plus. Donc d'abord, on doit mettre le personnel dans son, euh, dans son planning. Et ensuite, c'est quoi mon objectif de la semaine? Comme tu disais, Malika, c'est quoi mon objectif de la semaine? Et c'est quoi mes actions pour ça? Et ça doit être posé dans l'agenda. Et ensuite, tu mets des blocs de temps, comme à l'école. Vous vous souvenez à l'école, on travaillait en time blocking. On avait histoire géo, anglais, maths, nana, tata, tata. D'accord? Donc, toujours avoir ça en sachant que ça peut changer. Votre emploi du temps, il est fait. Ça veut dire que lundi matin, vous ouvrez votre emploi du temps. Donc, il doit être sur la même page. Hein. C'est pas lundi, une page, un mardi. Ça doit être à 360 degrés. Et là, vous vous dites, on est lundi matin et vous prenez une petite demi-heure et vous dites, OK, j'en suis où là? Qu'est-ce que je fais ça, ça? Ouais, ça, je suis OK. D'accord, c'est OK. Il n'y a rien qui change. Ou alors, est-ce que ça, je le fais demain? Voilà. Et à partir du moment où vous avez ça, alors vous y allez. Pour gérer vos emails, par exemple, on a tendance à aller voir les emails à chaque fois qu'ils arrivent. Non, dans votre emploi du temps, c'est pareil, vous allez mettre un bloc de temps email. Et là, vous gérez tout d'un coup, tous vos emails. D'accord? Euh, Voilà. Et cette discipline personnelle, c'est de quand vous travaillez sur quelque chose, quand vous faites de la prospection, vous ne devez pas être dérangé. Vous faites votre prospection, vous êtes vraiment focalisé dessus. Donc, vous êtes sur mode avion, vos notifications sont enlevées et personne ne vient vous déranger. Et là, vous allez travailler beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est d'apprendre à savoir dire non. Parce que vous êtes souvent sollicité par les personnes extérieures. Ah, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ah, j'aimerais bien que tu fasses ça. Donc, si on a un emploi du temps qui est pas totalement rempli, on va regarder, on va dire, ah bah oui, je vais t'aider. Ok, j'y vais, allez, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que souvent, on veut plaire à l'autre. On n'ose pas dire non. On fait les choses pour être aimé des gens et pour plaire aux autres. Donc, on y va. On se dit, ah ouais, super, Valérie, elle m'a aidé, etc. C'est top. Ok. Mais moi, quand je reviens au bureau, je me dis, ah putain, mais j'ai ça à faire. Ah ben alors, je peux pas, là, j'ai mes enfants à aller chercher. Ah ben, moi, je le ferai demain. Et en fait, tout ce qui est important pour nous, on le reporte. Donc, savoir dire non, c'est savoir dire oui à ses priorités. Vous devez vous prioriser d'abord. C'est vous d'abord. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ce qui est important pour vous, c'est tout ce qui correspond à votre zone de génie. C'est tout ce qui correspond à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pareil, les objectifs, moi, j'ai un cours là sur les objectifs et j'expliquais ce que c'est qu'un objectif, je donnais des exemples, etc. Et une fois, je donne un exercice à ma cliente pour lui dire, voilà, tu vas me donner 3 objectifs par rapport à ton activité et des actions pour réaliser cet objectif. Elle revient une semaine après, elle me dit, ah, Valérie, j'ai pas fait mes exercices. Je dis, bah oui, j'ai vu. Elle me dit, non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas que je voulais pas les faire. Je dis, ah bon? Elle me dit, non, c'est que je sais pas faire. Je commence ça. Elle me dit, bah oui, mais elle me dit, tu sais, je sais, effectivement, j'ai compris, tu m'as dit ce que c'était qu'un objectif, je l'ai lu, je l'ai écrit, on a fait des exemples, mais mes propres objectifs à moi, je ne sais pas. Dans mon activité, je ne sais pas. Waouh! Et là, je me suis dit, waouh! Il y a une différence entre je sais et je fais.
Donc, j'ai dit, c'est pas grave, on va tout reprendre ensemble. Mais les objectifs, c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est juste ça. Les meilleures personnes qui savent ce que c'est qu'un objectif, ce sont les enfants. Un enfant, il sait exactement ce qu'il veut. Il a un camion bleu, tu lui prends et tu lui donnes un camion rouge, il va hurler. C'est pas le camion qu'il veut. Il veut ça et je veux ça. Et vous, vous devez être comme ça. Ce que vous voulez, vous devez le déterminer pour dire c'est ça que je veux. Et par la porte, par la fenêtre, vous allez l'obtenir. Et souvent, c'est de vous dire putain, mais comment je vais faire? C'est pas de vous dire ah, je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi. Puis elle sait mieux que moi parce que, et blablabla, blablabla. C'est de dire ok, comment je peux faire? Comment je peux faire pour arriver à ça? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Ah, mais j'ai besoin de ça. Ah, ok, tu as besoin d'un coach, prends un coach. Tu as besoin d'un mentor, prends un mentor. Tu as besoin d'un livre, prends un livre. Tu as besoin d'un collègue qui t'explique. Va demander à ton collègue qui t'explique. Et de dire, tu sais quoi, ça, je sais pas faire. N'hésitez pas à dire, je comprends rien, je sais pas faire. Moi, je suis en mode vraiment étudiante. Hein. Quand j'apprends quelque chose, je dis, mais ça, je sais pas faire du tout, je comprends rien. Explique-moi comme un bébé. Parce que c'est ça que vous devez faire et c'est là où vous allez augmenter, développer vos compétences. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on était en mode, c'est vrai que du coup, j'ai lâché ce que je voulais dire tout à l'heure. Entre les actions, effectivement, les tâches à haute valeur ajoutée. Donc là, on avait la prospection. Ça, c'est des tâches à haute valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actions qui peuvent vous générer du résultat? Guillaume. Guillaume? Non. Non, Bon, ah non, allô? non, on croyait que tu voulais prendre la parole, c'est pour Ah, ça. on croyait parce que tu as ouvert ton micro. On pensait que Ah bah tu oui, non, mais voulais. je parlais, je Ah, parlais. bah super. Ah, ok, on t'entendait pas alors. Non, Ok. mais du coup, oui, l'importance de la planification est ultra importante sur tous les sujets et c'est surtout se dire, là, et en fait, dans l'échange d'aujourd'hui, moi, ça m'a fait penser que je devais appeler un lead show enfin, qui est prêt à signer, mais en fait, c'est moi qui n'avais pas fait le taf parce que fallait me prendre 1 heure de mon temps. Et au final, je me suis dit, je vais le faire demain et ça fait une semaine. Alors que c'est un lead qui est ultra chaud et qui est prêt à signer. Ok. Donc, c'est important voilà, de se planifier. Et je te rejoins, et c'est ce que je disais à mes équipes quand j'étais salarié, que je n'applique pas à moi-même, que c'est important de mettre des plages de relance et des plages de planification, de relance, de lead show et de lead qui sont prêts à signer, quoi. Donc ça, Et pourquoi tu l'appelles pas ce lead? parce que je sais que le travail va me nécessiter 2 heures et demie de mon temps. Et comme ces 2 heures et demie, il y a toujours des bonnes occupations, comme tu l'as pu le dire, et que c'est pas forcément voilà, une urgence première pour le client, je me dis, bon, je vais le traiter demain. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si qu'est-ce qui peut se passer si tu appelles ce client-là? Qu'est-ce qui peut sortir de ce client chaud Ah bah, pour toi? clairement, il a plus qu'à signer, quoi. Ok. Et En fait, s'il signe, il m'attend juste pour signer, euh, parce que je lui dis, je reviens vers vous une fois que le montage est prêt. Le montage est prêt, mais ça va me prendre 2 heures et demie de mon temps au point de vue administratif, que je ne peux pas déléguer, que je peux faire que moi-même. Et sans cette étape-là, en fait, comme elle n'était pas planifiée dans mon agenda, et du coup, ce que je vais décider, c'est que je vais enlever une priorité qui n'était pas à haute valeur ajoutée et ça va être ça va être indiqué dans mon agenda. Et puis, sans ça, donc ça va pas. quand tu vas signer cette personne, qu'est-ce qui va se passer dans ton
Qu'est-ce que tu vas ressentir si tu fais cette signature? Travail accompli, enfin, le travail accompli, et puis une tâche de moins, et puis du business en plus, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut te rapporter en chiffre d'affaires, ça? Bah, ça peut me rapporter quelques, enfin, 500 euros, 600 euros. Ok. Donc, tu vois, la différence, c'est que, en fait, souvent, on met le focus au mauvais endroit. Là, en fait, et bravo pour ça, hein. Alors, moi, j'ai envie de te dire, je te félicite, bravo, de parler avec humilité, de dire les choses clairement, parce que c'est comme ça que tu vas progresser. Parce qu'en fait, euh, tu mettais ton cursus au mauvais endroit, en fait. Tu as un lead show. Quand tu as un lead show, en fait, au lieu effectivement de t'en occuper, et ben, en fait, tu le mets de côté parce que tu te dis, ça va prendre 2 heures et demie de mon temps. Mais est-ce que ça les vaut beaucoup, ces 2 heures et demie de ton temps, finalement, pour ce lead show? Ah, bien sûr, parce que forcément, à un moment donné, lui, il est prêt à signer avec un chiffre d'affaires de 500. Un autre où il est moyennement chaud, on est à 1500 euros. Moi, ma priorité première, je le mettais sur des leads qui a plus forte valeur ajoutée financière. Mais si effectivement je peux scorer sur ce client-là, moi, ça va faire effectivement. Et puis, ça va me générer du chiffre d'affaires et puis de la recommandation. Euh, et puis au moins, je Exactement. suis sûr d'assurer un business qu'avec les tièdes, je n'aurais pas forcément. Exactement. Et aussi, ce qu'il faut que tu penses, c'est ce que les gens vont penser de toi. C'est-à-dire, regarde le client, tu lui dis, je reviens vite vers vous. Et en fait, tu reviens pas. Imagine ce que pense le client dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il va oublier. Il me prend plus en considération. Tu vois, on ne sait pas ce que lui, nous, on perd. La perception, elle est différente. Il n'y a pas de vérité, en fait. La vérité, c'est chacun de nous, en fait. Toi, tu perçois les choses d'une certaine manière et la personne en face perçoit les choses d'une autre manière. Mais c'est très important de garder son intégrité parce que c'est ça ton personal branding. Ton personal branding, c'est toi, Guillaume. C'est la personne qui tu es, qui est intègre. Tu fais ce que tu dis ce que tu fais. Donc, si tu dis à ton client, je reviens vite, tu dois revenir vite. Pourquoi? Parce que quand tu vas revenir vite, le client, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah ouais, alors lui, c'est une bombe. Il m'a dit ça, il le fait. Tu vois? Tu t'engages envers lui. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras passé du temps, 2 heures et demie, mais 2 heures et demie, mais ces 2 heures et demie que tu passes sur lui, ça va te générer bien plus après. Pourquoi? Parce que tu es en train de développer une crédibilité, de te créer une identité de la personne qui tu es en train de développer euh, une meilleure version de toi-même. Et donc, tu es en train de faire des petits. Je prends 600 euros. Tu vois, ah bah là, je l'ai signé. 600 euros. Et puis après, 600 euros. Et puis, qu'est-ce que ça va générer pour toi quand tu vas faire 600? Tu vas dire, putain, allez, trop bien, trop bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour aller chercher les moyens? Tu vas développer cette confiance en toi. Parce qu'au départ, on veut toujours aller chercher le gros. Moi, j'ai des clientes qui me disent, je dis, voilà, comment tu voudrais faire des coachs? Voilà, qui commencent. Allez, c'est quoi ton objectif du mois? Moi, je voudrais faire 3 000 euros par mois. Ok. Et là, tu fais combien actuellement? Ah là, j'ai pas vendu encore. Comment tu veux faire 3 000 euros alors que tu n'as même pas rien vendu? Donc d'abord, le cerveau, c'est même pas toi, hein, c'est le cerveau. Le cerveau, il n'est pas habitué à faire des grosses choses. Le cerveau, il est habitué. C'est pour ça que c'est important de décomposer. Quand vous avez quelque chose de gros à faire, vous devez le décomposer en étapes. Et on veut toujours vouloir grand, tu vois. Donc 1500 euros, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre, c'est beaucoup pour son cerveau. Alors que si tu dis 600 euros, et encore 600, et 500, et au fil de l'eau, quand tu les additionnes, bah déjà, c'est plus. Et après, tu vas avoir la confiance. Tu vois, tu vas avoir la recommandation. Les gens qui vont te recommander. Ah non, mais avec Guillaume, vas-y. Parce que lui, quand il dit quelque chose, il le fait. En plus, il est incroyable. Il est à nos côtés. Il ne nous lâche pas. Il est là. C'est ça qui va faire ta Ouais. notoriété, en fait. Après, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est le fait de se dire,
de vouloir prendre le temps pour justement, comme Guillaume, un client où je sais que je vais signer. Et je me dis, non, non, je veux avoir du temps pour lui. Donc en fait, je dis, ah non, ben, là, je suis trop speed, j'ai la tête, je suis trop stressée. Donc allez, demain, je le rappelle. Et c'est comme ça que je fais passer 3, 4 jours. Ça, c'est vrai que à trop vouloir avoir le temps, le bon moment, voilà. Et souvent, je me rends compte que je me laisse absorber par des personnes qui, au final, bouffent l'énergie. Et voilà, ça, c'est savoir dire non, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est bien que tu aies soulevé parce qu'il faut savoir se respecter, en fait. Il faut savoir faire la différence et mettre l'énergie sur les gens où derrière on peut travailler et que ça soit efficace. Sinon, on n'a pas fini. Exactement. Exactement. Et ça, ce sont des excuses. Mais moi, j'étais comme vous, hein. J'ai appris tout ça. En fait, moi, j'étais comme vous, mais des excuses, j'en ai des tonnes. J'étais championne du monde des excuses. Surtout dans les choses, mais oui, dans les choses qu'on a du mal, tu vois, on n'ose pas, on se trouve des excuses. Tu vois, je vais prendre du temps, et puis quand je serai bien, là, je vais le faire. Mais non, en fait, il faut vous lancer avant d'être prêt. Lancez-vous avant d'être prêt. Et c'est sur les erreurs. Acceptons de faire des erreurs. Moi, avant, c'était la perfection. Il fallait que ce soit parfait. Tu vois. Sauf que ça m'a bouffé d'être parfaite. L'action est meilleure que la perfection. C'est Oui. sur les erreurs qu'on apprend. La tarte tatin est devenue un succès sur une erreur. Parce que c'est sur les erreurs qu'on se dit, ah, mais oui, on va faire un. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui n'osent pas prendre le téléphone. Ouais, mais non, si la personne, elle me dit non, et puis si elle me donne une objection, et puis on s'en fout, en fait. C'est comme ça qu'on apprend. La première fois, tu appelles, c'est jamais bien. Tu dis, OK, bon, alors là, elle m'a dit ça. Elle m'a donné cette objection-là parce que moi, je lui ai tendu la perche pour qu'elle me donne ça. Donc ça, je ne le dirai plus. Tu vois, ça, je vais faire, ah, mais ça, je vais améliorer ça. Et c'est comme ça qu'on améliore. Mais tout ce que ça va me perdre du temps, ça va. Non, tu as un client chaud. Attends, rien que le mot chaud, tu y vas. T'es en mode, ça, c'est un client chaud, mais j'y vais, quoi. Et à l'inverse de ce que tu crois, c'est que la personne, tu vas être considéré mais doublement. Parce que les gens, ils ont besoin de ça, les gens. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être considérés. Ils ont besoin d'être tout ça. Toi, tu lui apportes ça. Et ça veut dire que la vente, c'est 50% de psychologie. Les gens achètent sur de l'émotion. Et en fait, ils justifient sur la raison. Donc, plus tu seras toi, plus vous allez être vous, plus vous allez être authentiquement vous-même, avec votre vulnérabilité, avec votre maladresse, et ben plus les gens ils vont aller vers vous. Ouais. Et souvent, je vous en parle en connaissance de cause parce que je peux vous dire que moi, mon armure à moi, j'en m'appelais gladiateur, tellement mon armure, elle était, tu vois, mais à un moment donné, faut ouvrir et accepter de faire des erreurs, etc. Et l'important, c'est quand on fait des erreurs, de le réparer. On peut aussi faire des erreurs, de dire, ah, je suis désolée, je vous avais dit que je vous appellerais, puis je l'ai pas fait, je suis vraiment désolée. Et c'est OK, t'as réparé, c'est OK. Mais ne laissez pas les gens dans le vide comme ça. Oui. Bon, en tout cas, merci, un énorme merci. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, puisque là, on va pas tarder à fermer l'atelier. C'est bon, est-ce que quelqu'un a une autre question? Bon, ben c'est bon. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Comment on peut te contacter? Quelle est la suite, Valérie, pour ceux qui souhaitent un accompagnement? Parce que j'ai mis tes coordonnées dans le chat. Ouais. Bah alors, vous pouvez me joindre sur mon adresse email. Oui. Je ne sais pas si tu l'as mis, mon adresse email, Je l'ai valérieguénaud mis. @gmail.com. Et puis voilà, je vous offre, moi, une heure de call ensemble. Voilà, si vous voulez. Comme ça, je regarde un peu votre situation, ce que vous voulez, et je m'adapte à ce que vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, voilà, moi, je veux ça, voilà mon objectif, voilà mes besoins, je n'arrive pas à faire ça, je ne sais pas faire ça, etc. Et je vais vous accompagner euh, dans votre projet et par rapport à vos objectifs, quelque chose vraiment de personnalisé. Guillaume, je pense que c'est l'occasion pour vous de prendre contact avec votre lead show, justement. Voilà, Bah, c'est ça, tu as raison, Fleur. je vais manger et puis après, je le ferai juste après. Voilà. Aïe, 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 Alors, le repas, encore une excuse.
Oui. Ah, mais non, c'était écrit dans mon agenda. Repas, Donc, mais... donc, Guillaume, ce que j'aimerais, Guillaume, puisque tu t'es engagé, c'est que tu m'envoies un email et que, à valerieguénaud@gmail.com et que tu me dises, j'ai appelé cette personne et je veux que tu me tiennes au courant si tu as voilà, de la signature. Ok. Ok? Tu t'es engagé envers moi, envers nous, et là, je veux avoir la finalité de cet Je engagement. pense qu'on veut tous savoir d'ailleurs. Voilà. Et je t'appelle ce soir, La Guillaume. pression. C'est ça. Et on prend 20% de la com du coup, parce que c'est Ah oui, bah, du coup, il va plus me rester grand-chose. En plus, c'est bien, il a mis ses coordonnées, on peut le rappeler. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, en plus, c'est vrai que moi aussi, il fallait que je t'appelle. Donc, tu vois, je vais m'engager, Guillaume, à t'appeler ce soir. Mais je te laisse, tu vois, la fin de l'après-midi pour que tu appelles tranquillement ton client. Ça marche. Alors, quand est-ce que tu vas l'appeler ce client? Euh, j'ai dit après manger. Alors, c'est quand après manger? Euh, midi et demi jusqu'à 14h. Donc, à 14h, tu l'appelles. Ouais. Ah non, non, mais c'est ça, un engagement. Tu vois, un engagement, c'est OK, à 14h, je m'engage. Donc, ça veut dire quoi? Ah, Dans mais ton oui, emploi mais, du temps, 14h, il y a marqué. Quel est le prénom du lead? non, mais je vais l'appeler, pas de Voilà, souci. tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et quand tu vas prendre l'habitude de travailler de cette manière-là, tu vas voir que là, c'est inconfortable encore. C'est normal que c'est Ah oui. inconfortable. On vient d'assister à la dernière intervention de Guillaume sur un chat. Première et dernière de l'atelier, Cinéos. Non. Ah non, mais c'est clair que c'est jamais évident de sortir de sa zone de confort, hein. En fait, Exactement. ça nous met mal à l'aise, mais dès qu'on l'a fait, on est soulagé et on se dit pourquoi j'ai autant tardé. Et en fait, heureusement qu'on m'a boosté un petit peu parce que c'est ce qui m'a permis en fait de gagner ma vie, de nourrir mes enfants et d'aller boire une bière ce soir. Donc en Ouais, fait, euh, c'est juste trop bien. trop bon Donc, exemple. Mais c'est Bah, ça merci à tous. Allez, on attaque. c'est exactement les phases. On passe par des phases de peur, de doute. Je vais pas y arriver et j'y vais. Et à la fin, on a cette fierté de dire waouh, trop bien. Oui, c'est sûr. Bon, de toute façon, on a tous connu ça, hein. Donc, on connaît tous ça aussi. Donc c'est un très bon partage. En tout cas, merci d'avoir partagé ça. Bah, écoutez, on va arrêter l'atelier. Ben, prend fin. Donc, je vais arrêter déjà le